Le feuilleton du bras de fer CEDEAO au Niger continue ses beaux jours depuis le renversement du président Bazoum du côté du Niger. Entre pro-interventionnistes et pro-poutistes, le débat continue et dernièrement, c'est l'Union africaine qui vient de réagir au travers d'un communiqué que nous vous offrons bien sûr le plaisir de décortiquer pour vous ensemble ici sur ce plateau avec M. Oris Donkouvi. M. Oris, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à toute la chaîne, c'est un plaisir d'être invité. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que ce n'est pas votre première fois par ici. Vous êtes un habitué de la maison, vous êtes analyste politique et nous allons parler du Niger avec vous, avec le communiqué, un peu comme je le disais tout à l'heure dans le communiqué. Alors, avant d'attaquer le sujet même de l'intervention ou non, de est-ce que l'Union africaine est pour ou contre, j'ai quand même une petite question. Parce que quand je regarde un peu le communiqué de l'Union africaine au point 1, l'Union africaine dit par exemple réitérer sa profonde préoccupation face à la résurgence des coups d'État militaires qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité, ainsi que le développement du continent. Bon, ma question de curiosité, avant d'aller à la question de l'intervention, c'est de savoir, est-ce que ces éléments précités, démocratie et tous ces consorts-là, allaient si bien en Afrique ? Mais non, justement, ça n'allait pas si bien, parce que la vérité, c'est que s'il y a des coups de force, c'est parce que quelque part, le processus démocratique dans la plupart des pays africains a été bâclé. On a échoué. C'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux coups d'État sont acclamés par les populations, paradoxalement, alors que dans les années 90, ce sont elles justement qui demandaient à ce qu'il n'y ait plus de diktat. Donc, on a lancé un processus démocratique, mais qu'est-ce qui s'en est suivi ? Ce qui s'en est suivi, c'est une baisse de l'économie, une baisse de l'investissement dans les secteurs clés, que sont l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et ainsi de suite. Ce qui s'en est suivi, c'est du clientélisme, c'est de la corruption. Ce qui s'en est suivi, c'est des coups d'État institutionnels que très souvent on ne mentionne pas. Et des coups d'État dont ont été complices très souvent les institutions sous-régionales. Et donc, pour les populations qui... Vous voulez parler de la CEDEAO ? De la CEDEAO, en l'occurrence, parce que l'ironie de l'histoire en ce qui concerne la CEDEAO, c'est que lorsque l'on vend ce qui se passe au Niger, on a l'impression qu'on brandit l'ego en disant si la CEDEAO échoue au niveau du Niger, elle a échoué parce qu'elle a laissé faire. Alors que, paradoxalement, c'est tout le contraire. La CEDEAO est experte en gestion de crise, en ce qui concerne tout ce qui est coup d'État institutionnel, qu'on appelle duplicité au niveau des élections et ainsi de suite. Et cela depuis. La CEDEAO a toujours géré des coups d'État et toujours géré des conflits électoraux. Toujours. Donc, c'est amusant de voir que, comme par hasard, elle s'offusque d'un nouveau coup d'État alors que ce n'est pas nouveau. Ça fait 10, 15, 20... Alors, si je prends 90, on doit être dans pratiquement 30, 40 ans que la CEDEAO a toujours été duplice en ce qui concerne l'appui de diktats qui se sont maintenus ou que de coups d'État institutionnels. Mais en vous suivant tout à l'heure, vous étiez en train de dire que depuis l'introduction de la démocratie, avec l'économie, etc., on a l'impression que la démocratie a causé plus de tort aux économies africaines, beaucoup plus, ou bien au développement de l'Afrique, beaucoup plus... Non, c'est pas qu'elle a causé plus de tort. C'est tout simplement que la démocratie, ce qui s'est passé à la période démocratique, disons, à l'avènement de la démocratie, c'est à peu près la même chose qui s'est passé dans les années 60 lorsqu'on a eu l'accession de la plupart des États africains à l'indépendance. C'est que dans le processus, on va vicier le mouvement. Lorsqu'il y a l'émergence, la volonté de pouvoir faire quelque chose de concret, quelque chose de beau, quelque chose dans lequel les populations se reconnaissent, il y a des facteurs, si vous voulez, il y a des germes qui sont glissés de façon vicieuse dans les différents processus afin que la chose ne réussisse pas et soit viciée. Okay. Lorsque, par exemple, vous prenez les pays, vous prenez ce qui s'est passé dans les conférences nationales, quand vous voyez comment, dans la plupart de ces pays, les diktats se sont maintenus, avec la complicité d'hommes politiques, de multinationales, de pays étrangers qui sont intervenus dans les affaires de l'État. Vous prenez par exemple le Libéria, vous voyez l'interventionnisme des États-Unis. Vous prenez la Côte d'Ivoire, l'interventionnisme français. Vous prenez le Gabon,
l'interventionnisme français. Vous prenez un certain nombre de pays, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu un élan démocratique, on est venu le vicier. Un peu comme à l'époque, quand on faisait les opérations vis-à-vis de la Guinée de Sékou Touré, ou même de Mathieu Kérékou, ou de tout autre pays qui, à un moment, s'est dit, bon, nous allons essayer de prendre notre destin en main. Cela va être suivi de turbulences, mais en tout cas, nous savons où nous allons. On n'a pas laissé les États africains réaliser cela. D'accord. Alors, on va aborder à présent la question de l'intervention de la CEDEAO, de cette menace d'une force en attente qui est justement en attente depuis un bon moment. Alors, au point 4 du communiqué de l'Union africaine prend note de l'intervention de la CEDEAO. Et dans le même temps, l'Union africaine demande à sa commission d'évaluer l'implication économique, sociale, etc., que cela pourrait avoir sur le Niger, etc. Bon, est-ce qu'on peut parler de contradiction ou bien est-ce que tout simplement une façon de dire non, nous ne sommes pas d'accord? Je pense que l'Union africaine n'est pas d'accord. Et je pense qu'en fait, ce qui se joue au Niger, en réalité, est bien plus profond, est bien plus grave, est bien plus continental que l'on ne veut le déclarer. Ce qu'on nous vend, grosso modo, c'est un chef d'État démocratiquement élu, renversé par un groupe de militaires. Mais je pense que, en fait, ce qui se joue au Niger, c'est la capacité pour les Africains de prendre leur destin en main, de gérer leur développement et la liberté pour elles de rejoindre un autre bloc monétaire et financier. Vous voulez parler des BRICS? Je veux parler des BRICS. Je veux parler des investissements chinois au Niger, qui sont prépondérants. Regardez le paradoxe. On nous a dit la France s'est désolidarisée de l'exploitation de l'uranium au Niger parce que, grosso modo, cela ne lui convenait plus. On nous dit, maintenant, c'est le Kazakhstan. Étonnamment, on nous apprend maintenant que les Chinois veulent investir dans l'uranium du Niger. On nous apprend que les Chinois veulent investir dans la raffinerie, dans le pétrole du Niger, et que les raffineries vont pouvoir, raffiner des produits qui peuvent même être bénéficiés à la sous-région. On nous apprend que des Africains, détenant des multinationales, sont parfois même associés à cette démarche-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Et après, on voit quoi? On voit, par exemple, l'interventionnisme. C'est-à-dire, moi, pour le Mali, la Guinée et le Burkina, on n'entendait pas parler des États-Unis. Étonnamment, on entend parler des États-Unis. On voit Biden réagir. On voit des diplomates américains faire des allées et venues. On nomme une nouvelle conseillère américaine. La sous-secrétaire d'État Nuland, exactement. Le numéro de la diplomatie. Mais c'est étonnant. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne nous dit pas. Et puis, il y a l'utopie de la chose, dans le sens où on parle de quoi? On parle d'une CEDEAO amputée pratiquement de la moitié de ses membres, qui présume intervenir dans un pays qui fait quoi? Qui fait 1,2 million de kilomètres. La CEDEAO, c'est 15 États membres. C'est 15 États membres. Bon, il y a d'un côté 4 putschistes, alors donc ça ne fait pas encore la moitié. Non, mais on a 4 putschistes, putschistes, sans compter ceux qui, en fait, ne se manifestent pas plutôt. Les va-t-en-guerre, ceux qui sont radicaux. Qui ne dit mot consent, donc on peut considérer que ceux-là sont dans le cadre de l'interventionnisme. Alors, moi je dis, qui ne dit mot reste dans le vice. C'est-à-dire C'est-à-dire que qui ne dit mot, on peut le prendre comme un refus tacite. Parce que si vous estimez que vous participez réellement à cela, mais vous vous déclarez. Puisqu'il s'agit d'une intervention militaire qui va engager vos hommes, on nous dit que ça va engager même des frais financiers de la part des États, ce qui est très curieux pour des États qui sont sous perfusion et qui d'ailleurs bénéficient d'aide de pays extérieurs. Donc après, la question qui se pose, c'est que quand vous avez un pays comme le Niger, cette frontière, parmi ceux qui participent à l'intervention, il n'y a que 2 pays qui sont frontaliers. Vous avez des pays comme l'Algérie qui disent non. La Libye qui est en conflit. Le Tchad fait plus de 1000 km également. Le Tchad qui dit je ne participe pas. Le Burkina et le Mali qui disent je vais participer. Alors, la boîte de Pandore de tout ceci, c'est que si vous intervenez, si vous décidez d'intervenir au Niger pour disperser le front, il faut que vous en ouvriez d'autres. Ça veut dire que pour empêcher la Côte d'Ivoire, par exemple, d'envoyer des hommes ou bien d'envoyer un maximum d'hommes au Niger, et si, par exemple, il advenait, par exemple, que des Maliens et des Burkinabés croisent des Ivoiriens et des Nigériens au Niger, ben, de façon, les pays sont en guerre. Et donc, on peut avoir de nouveau un conflit entre le Burkina
et la Côte d'Ivoire de façon directe, ou bien le Mali de la Côte d'Ivoire de façon directe. Donc c'est une boîte de Pandore. Il faudrait savoir, la boîte de Pandore, elle profite à qui? Et puis, après, ce qui est étonnant, c'est qu'on a des pays qui disent, nous allons intervenir au Niger, alors que un simple filet de Peul, un simple filet comment on appelle, d'éleveurs Peul, qui font une transhumance du Nigeria en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à le gérer. Le simple fait qu'il y ait des éleveurs Peul qui passent, c'est-à-dire chaque année c'est un problème, même au Togo. On dit non, il y a eu des échauffourées, Peut-être que ça menace pas la démocratie, la stabilité, un peu comme l'Union africaine le dit. Le problème avec l'Union africaine, c'est que je pense qu'elle sait qu'elle a été complice de ce qui s'est passé en Libye. Et on a vu qu'en Libye, on n'arrive pas à contenir ce qui se passe. Et en réalité, si le Niger plonge, c'est tout le continent qui plonge. Cette frontière, mais c'est impossible. Cette frontière où, en réalité, vous n'en avez deux qu'à son au contact du pays. Tout le reste, comment vous faites pour gérer? C'est impossible, vous coulez. Donc ça veut dire que, potentiellement, tous les pays africains qui sont dans une démarche de croissance économique, d'industrialisation, de reboost de l'économie, ainsi de suite, mais vos projets sont à l'eau. Vos projets sont carrément à l'eau. Qu'est-ce que vous avez? Alors, qu'est-ce qu'on a dit les pays, M. Alassane Ouattara dit, les pays vont assurer à leurs propres frais. Ça n'a pas de sens. Mais il promet même au moins 800 hommes. 800 hommes, c'est 1 million de kilomètres. Moi, ça m'étonne que les gens en parlent comme si on n'était pas capable de déplacer M. Bazoum de Niamey dans une autre ville. C'est étonnant. C'est-à-dire tout le monde est focus sur une intervention à Niamey. Il s'agit de leur pays, de leur communauté. Rien ne dit qu'ils ne déplaceraient pas M. Bazoum à un autre endroit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, de façon générale, il n'y a que nous qui exportons nos détenus, qui estradons nos détenus. Ça se fait nulle part ailleurs. Vous n'arriverez pas à estrader un président américain, un président français ou bien un président... Vous n'arriverez pas. Ils ont même des juridictions qui sont contre cela. Qui sont contre cela. Pour une raison simple. Ils ne sont même simple. pas signataires du traité de Rome, de la CPI. Exactement ça. Parce que, en réalité, la personne qu'on demande, celle qu'on demande d'estrader, c'est quelqu'un qui a reçu le mandat de chef de l'État. Et donc, c'est quelqu'un qui a détenu des informations stratégiques et compromettantes pour le pays. Donc, lorsque vous allez l'estrader, vous l'estradez, mais en réalité, vous livrez une certaine quantité d'informations à quelqu'un d'autre. Donc, il faut que les gens ne fassent pas l'amalgame, parce que ce qui s'est passé au Burkina, où on a extradé M. Compaoré, en temps normal, ils n'auraient pas dû. La preuve en a été qu'après, lorsqu'il y a eu des événements au Burkina, on a soupçonné M. Compaoré et les gens qui auraient pu l'entourer d'être derrière. Donc en réalité, nous sommes les seuls à le faire. Monsieur Bazoum... Est-ce que c'est peut-être pas aussi des fois très compliqué de gérer de tels hommes? Parce que quand on passait autant de temps, un peu comme Compaoré, à la tête d'un pays, vous devez aussi, même s'il y a coup d'État, vous devez aussi avoir des sympathisants dans l'armée. Est-ce que des fois on ne se dit pas que c'est compliqué? Oui, mais venir le libérer? Non, je suis d'accord, mais après, je comprends l'inquiétude. Mais après, c'est de, comment dirais-je, c'est un procès d'intention. C'est présumer de l'incapacité du pays à pouvoir gérer ses problèmes internes et gérer sa justice. Bokassa, l'empereur Bokassa, il a été jugé en Centrafrique. Comment dirais-je, vous prenez le cas de M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, il est en Guinée. M. Alpha Condé, actuellement, il est en Guinée. M. Bokassa a été jugé en Centrafrique. Donc, il y a des, comment on appelle, des hommes d'État qui ont été dans des États qui ont connu énormément de remous, mais qui sont restés dans leur État. D'accord. Donc, comment dirais-je, à la justice nigériane et plus profondément aux hommes d'État nigériens et même aux hommes d'État militaires nigériens, de s'assurer de la sécurité de M. Bazoum, de s'assurer de la sécurité de sa famille et de lui permettre de rester dans son pays. Et peut-être après, au fur et à mesure du calme qui peut s'instaurer, de reprendre peut-être, s'il le souhaite, des activités politiques. Par exemple, il y a des choses qui se sont graves. Le cas, par exemple, de M. Gbagbo.
où on a une force extérieure. Maintenant, c'est connu, il n'y a plus de débat dessus. On comprend que oui, la France est intervenue pour le faire dégager. On le fait dégager. Et maintenant, on lui se retrouve à la CPI. Bon, je vous laisse imaginer la quantité d'informations, la quantité de documents. En fait, à la base, c'est une démarche même coloniale. La démarche coloniale était à l'époque de prendre les chefs. C'est une déportation. C'est une déportation, ouais, exactement. Comme on l'a fait avec Tchekamedou Bamba, on l'a fait avec Samori, on l'a fait avec Béhanzin. Ouais. C'est la même démarche. On prend un chef, on le coupe de sa population, on l'amène ailleurs, on a le temps de le débriefer, de le retourner, de l'influencer et d'avoir une mainmise sur ses partisans et surtout de ne pas en faire un martyr. Comme quoi l'histoire se répète. Alors l'Union africaine dit rejeter fermement, je précise, toute ingérence extérieure dans cette histoire d'interventionnisme au Niger. Bon, surtout dans le même temps, on sait que la CEDEAO, elle seule, ne peut pas intervenir au Niger parce qu'elle a besoin d'appui de ses partenaires. Et ça commençait à être dit d'ailleurs. Oui, ça commençait à être dit. Bon, n'est-ce pas un peu paradoxal finalement cette affaire-là? Alors, je pense que le drame dans ce qui se passe, c'est que on se serait attendu à ce que l'Union africaine, la CEDEAO plutôt, soit en réalité une partie, un embranchement de l'Union africaine. Et donc, on suppose que lorsque la CEDEAO pose la question à l'Union africaine, qu'elle fasse attention, qu'elle prenne acte, qu'elle prenne en considération les directives de l'Union africaine. Mais là, ce que la CEDEAO nous montre, c'est que c'est une CEDEAO qui a écouté l'Union africaine, mais qui en réalité n'a pas envie de l'écouter, qui n'a pas envie de... Voilà, elle écoute d'autres personnes. Elle écoute les personnes qui prétendent pouvoir financer son effort de guerre. Parce que la vérité, c'est quoi? On nous dit, non, les autres ne vont pas intervenir. Après, M. Alassane Ouattara revient faire un speech où il nous dit, les autres États vont fournir sur fonds propres. Alors qu'on sait tous que nos États ne sont pas capables de fournir sur fonds propres. Sinon, nous aurions des armées avec du matériel et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, M. Talon demandait à M. Macron la possibilité de pouvoir acheter des armes chez lui pour défendre son pays. On nous explique maintenant que ce monsieur qui n'a pas d'armes pour défendre son propre pays et qui a attaqué va envoyer des troupes au Niger, un pays qui doit faire, je ne sais pas, peut-être 10 fois, peut-être 5 fois son territoire, avec 80% de désert. Et on sait aussi que le Bénin a fait appel aux soldats rwandais qu'il a importé pour pouvoir lutter un peu comme le terrorisme un peu au nord de son territoire. C'est tout à fait ridicule parce que malheureusement en Afrique, ce qu'on très souvent ne souhaite pas dire, c'est que les peuples dépassent les gouvernants. Les dynamiques entre les peuples, entre nos peuples, font fi des frontières. Alors, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer des Béninois, des communautés béninoises qui en réalité sont parentes aux communautés nigériennes au Niger? Justement, à ce propos, parlant de peuples qui dépassent un peu, l'Union africaine n'a pas manqué de lancer un appel au peuple nigérien, l'appelant au calme, etc., ne pas poser des actes qui envenimeraient la situation. Est-ce que vous pensez que cet appel sera écouté par le peuple? Et puis, bon, voilà, il dit sûrement qu'il faut tout faire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que c'est un appel qui sera entendu par le peuple? Est-ce que surtout le retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui, c'est ce qui préoccupe les peuples? Alors, je pense que je pense que le retour constitutionnel préoccupe les peuples. Mais je pense que ce qui préoccupe les peuples surtout, c'est le fait que le retour constitutionnel permette des élections libres, démocratiques, qui soient le reflet de ce que le peuple souhaite. Le problème des peuples, c'est le sentiment qu'il y a une prise d'otage. Vous vous levez, vous avez des hommes politiques qui en réalité sont du même bord. On travaillait ensemble, sont complices dans le détournement, complices dans la corruption. Vous n'avez même pas le droit de vous exprimer politiquement parce que la politique est vendue comme un panier à crabes, un panier à serpents. Donc, même dans nos communautés, on dit à son fils et à sa fille, ne te mêle pas de politique. Alors que c'est la politique qui va mener ta vie. C'est la politique qui te donne du travail, qui va gérer le fait que tu puisses avoir du travail, que tu puisses vivre économiquement, que tu puisses t'occuper de ta famille et ainsi de suite. C'est ce qu'on dit aux gens. Même mon partenaire Espoir Boga n'aime pas la politique. Exactement. Donc, c'est la première des choses qu'on te dit, même sur les plateaux télé, on en est venu à dire, quand par exemple il y a quelque chose de malhonnête, quelque chose de véreux, oh, c'est la politique. Il n'y a aucune logique à dire c'est de la politique.
Si c'est véreux, c'est véreux. Il s'agit de mandat que le peuple octroie à des gens par le biais d'un système électoral. C'est ça qui se passe. D'accord. Donc, en vous suivant, peut-on dire sans équivoque qu'en fait, les institutions africaines sont coupées des peuples africains? Oui, des peuples? Pour moi, les institutions africaines se sont élitisées au point de ne pas entendre ce que les peuples disent et au point de présumer parfois de leur supériorité intellectuelle ou de leur propension à pouvoir rêver le développement du peuple sans le peuple. Si par exemple, on le voit dans beaucoup de débats, si par exemple votre projet, c'est de faire des gratte-ciels à Lomé et de conserver, je ne sais pas moi, des bidonvilles à 200 mètres derrière, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'avoir le joli EcoBank derrière Katanga qui est derrière. Parce que ça fait joli, que ça fait comme... le contraste est saisissant. Parce que ça fait joli, ça fait comme les Américains. Ça n'a pas de sens. On est de communautés qui traditionnellement, chacun a sa case, chacun a sa concession et tout le monde vit en paix. Donc chacun, il y a un principe d'équité, un principe qui veut que mon développement soit lié au développement de l'autre. Le système qui consiste à nous vendre une Afrique qui serait développée et qui se satisferait d'un pan important de sa population qui est dans le désespoir, n'a pas de sens. C'est-à-dire, il faut penser le développement. Il faut penser le développement, mais il faut le penser selon nos prismes à nous. Ça n'a pas de sens quand, par exemple, vous avez des pays qui vont afficher des chiffres économiques magnifiques, mais qui... Croissance économique à deux chiffres, et ainsi de suite, alors que même pour les alloués et que même pour les examens basiques, on a quoi, 20%, 30% de réussite. On n'arrive pas à avoir d'économie autonome, indépendante. On n'a même pas une industrialisation. Non, mais ça n'a pas de sens. Je sais pas si je peux... Lorsque, par exemple, vous prenez les programmes, prenons les programmes de développement de nos pays africains. Dire non, oui, d'accord, oui, nous allons lancer la production locale, consommer local, mais ça n'a strictement rien de différent d'avec les projets qu'il y avait dans les années 70 dans les États africains. Déjà dans les années 70 dans les États africains, on parlait du consommer local. Déjà, il y avait des sociétés d'État qui géraient l'économie, qui géraient les marchés, ça existait déjà. Il n'y a rien de... À l'époque, par exemple, je donne un exemple, si je prends l'exemple du Togo, la mode actuelle, c'est le soja. Dans les années 70, c'était le coton. C'était le cacao. On aura certainement le temps de revenir sur l'aspect économique de la chose. Il nous reste 2 minutes et j'ai une dernière question pour vous. Quand lui a dit suspendre le Niger de toutes ses activités, etc., qu'est-ce que ça implique et c'est quoi les conséquences probables? Alors, les conséquences, c'est que là aussi, il s'agit d'utopie. Parce que quand on dit on exclut le Niger, on part du postulat que nous ne gagnons rien du Niger. Et c'est ce qui s'est passé avec le Mali. Les gens sont partis du postulat que, ok, d'accord, quand on exclut le Mali, oui, on fait mal au Mali, mais en réalité, nous ne gagnons rien du Mali. Mais ce n'est pas exactement ça. Le projet du Niger, ne serait-ce que le projet d'oléoduc et ainsi de suite, le Bénin a son oléoduc qui passe chez lui, c'est un gros manque à gagner. Le projet de raffinerie qui devait se faire par les Chinois, mais c'est toute la sous-région qui va en pâtir. Les frais de l'exploitation, du transit des produits par le port de Cotonou, de Lomé, qui doivent se retrouver au Niger, mais c'est un manque à gagner pour ces ports-là. Ils gagnent énormément de ça. Les produits vivriers au Togo, l'oignon et la tomate nous viennent du Niger. Donc, quand vous coupez, qu'est-ce qui va se passer au niveau des denrées alimentaires? On se tire donc et une ainsi balle de suite. dans le pied. Au Bénin, actuellement, il y a un gros problème parce que, et je suis persuadé qu'il doit peut-être avoir le problème au Togo, on a des camions qui sont garés le long de la frontière avec des denrées, des produits et ainsi de suite. Mais ces camions, à qui ils appartiennent? Les denrées, elles sont à qui? Elles sont aux populations. Donc, c'est bien, vous avez fait moi j'appelle ça, vous avez fait Hollywood. Je pense qu'on est une génération qui avait été marquée par Delta Force, Stallone et Schwarzenegger. Mais après, le problème, c'est que oui, toutes ces personnes qui sont mécontentes là, vous allez les gérer. Et après, il y a la grosse question, la dernière question. Comment est-ce que vous faites pour impliquer vos armées dans un conflit au Niger avec la désapprobation de vos propres populations? Je vais terminer avec un dernier exemple. Il faut que les chefs d'État se souviennent
que ce qui a fait la chute de Salazar au Portugal, c'est la révolution des œillets. C'est lorsqu'on a envoyé les forces portugaises lutter comme Amilcar Cabral et qui se sont cassés la gueule dans les maquis. Quand ils sont rentrés au Portugal, ils ont fait sauter le président. L'exemple est saisissant, c'est très clair. Il faut qu'ils comprennent. Maurice Donkouvi, j'espère qu'ils comprendront. Voilà. Merci. Ça fait un plaisir. Alors, le plaisir est partagé. Nous avons discuté avec l'implacable Horus, l'un des jeunes monuments du pays. Il n'est pas assez vieux, mais il en a beaucoup dans le tibia, comme on dit souvent. Donc, Horus, merci encore une fois de nous visiter sur le plateau. Vous connaissez le slogan, vous savez, c'est Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. On se retrouve la prochaine fois.